L'immense vaisseau surgit de l'hyperespace dans un éclair de lumière bleue. La commandante, Sarah Shen Nakamura, se tenait sur le pont du Rétribution Dawn, les mains agrippées à la rambarde métallique si fort que ses jointures en devinrent blanches. Autour d'elle, des dizaines de membres d'équipage travaillaient à leur poste, le visage illuminé par la lueur des écrans d'ordinateur. Capteur en ligne, appela le lieutenant Thor depuis sa position. Début de l'analyse complète du système. Le cœur de Sarah battait fort en attendant. Après 10 000 ans, l'humanité était revenue là où tout avait commencé, là où tout s'était terminé. Madame, dit Thor d'une voix légèrement tremblante. Je lis le système solaire. Tout est là. L'écran principal s'alluma, montrant une vue de l'espace qui aurait dû lui être familière. Le soleil brillait toujours d'un jaune éclatant, comme la dernière fois que ses ancêtres l'avaient vu, mais tout le reste était anormal. Là où la Terre aurait dû être un joyau bleu et vert, Sarah ne vit qu'un rocher noir et mort. Aucun nuage ne tourbillonnait autour d'elle. Aucune lumière ne scintillait sur sa face cachée. La planète qui avait donné naissance à l'humanité n'était plus qu'une cendre calcinée flottant dans le vide. « Mon Dieu !» murmura le docteur Marcus Webb, le scientifique en chef de la flotte. Il s'avança. À côté de Sarah, son vieux visage était blême de stupeur. Ils l'ont vraiment fait. Ils ont tout détruit. Sarah ferma les yeux un instant, repensant aux histoires que sa grand-mère lui avait racontées. Des histoires de ciel bleu et d'arbres verts, d'océans à perte de vue, de villes peuplées de millions de personnes vivant en paix. Tout cela avait disparu. Et la lune demanda T, elle en rouvrant les yeux. Thor actionna ses commandes et l'image changea. La lune apparut à l'écran, mais elle aussi était erronée. D'énormes cratères en rayaient la surface, bien plus grands que l'ancien impact. Des endroits que Sarah avait vus dans les livres d'histoire. C'étaient de nouvelles blessures causées par des armes extraterrestres. Mars ensuite, ordonna Sarah. La planète rouge apparut, mais elle n'était plus rouge. D'immenses pans de sa surface avaient été creusés, laissant de profondes cicatrices dans la roche. Des montagnes entières avaient disparu. On aurait dit que quelqu'un avait pris une cuillère géante et creusé des morceaux du monde. « Ils l'ont exploité à ciel ouvert », dit Webb doucement. « Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur et ont laissé le reste pourrir. » Sarah sentit la colère monter en elle, brûlante et féroce. Les Artax n'avaient pas seulement anéanti la planète natale de son peuple, ils l'avaient profanée. Ils avaient transformé le berceau de l'humanité en un monument à leur cruauté. « Commandant » appela Thor d'une voix pressante. « Je perçois quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est » ? « Des relevés d'énergie, très faibles, mais ils proviennent de la surface de la Terre. Quelque chose est encore actif là, dessous. » Sarah sentit son souffle se bloquer. « Êtes-vous sûr ?»« Oui, madame. C'est faible, mais c'est bel et bien là. On dirait une source d'énergie, peut être plusieurs, toutes souterraines. » Sur la passerelle, les membres de l'équipage commencèrent à murmurer. Sarah leva la main pour réclamer le silence. « Serait-ce un équipement Zartak ?» demanda-t-elle. Webb secoua la tête. La signature énergétique est erronée. Cela ressemble plutôt à des réacteurs à fusion humains. Les implications frappèrent Sarah comme un coup de poing dans le ventre. S'il y avait encore des réacteurs humains en fonctionnement sur Terre, cela signifiait qu'il y avait des survivants, murmura-t-elle. C'est impossible, dit le capitaine Rodriguez, son commandant en second. Personne ne pourrait survivre là, dessous pendant 10 000 ans. La planète était vitreuse. L'atmosphère avait brûlé. Mais Webb travaillait déjà à sa console et effectuait des calculs. En fait, dit-il lentement, c'était peu être possible. S'il descendait suffisamment profondément sous terre avant le début du bombardement, s'il disposait de suffisamment de provisions et du matériel adéquat. Sarah se tourna vers son équipage. C'étaient tous des gens bien. Ils avaient passé leur vie entière à se préparer à ce moment, à s'entraîner à combattre les extraterrestres qui avaient détruit le foyer de leurs ancêtres. Nombre d'entre eux n'avaient jamais vu de vraie planète, étant nés sur les grands vaisseaux de la flotte Exodus. Thor, comme je le veux, un scan complet de la flotte Exodus. Thor, comme je le veux, un scan complet de la planète entière. Cherchez le moindre signe de technologie humaine, de vie humaine, quoi que ce soit. Webb commence à analyser ces signatures énergétiques. Je veux tout savoir à leur sujet. Oui, madame, répondirent les deux hommes.
Sarah se dirigea vers l'avant du pont et contempla le monde mort sur l'écran. Son arrière-arrière-grand-mère était présente lors de la disparition de la Terre. Elle avait été l'une des rares personnes à s'échapper à bord des derniers vaisseaux d'évacuation, observant depuis l'espace les armes extraterrestres transformer sa planète natale en un désert incendiaire. La vieille femme avait vécu jusqu'à 130 ans, passant ses dernières années à raconter des histoires à qui voulait l'entendre. Des histoires sur ce qu'était la Terre avant l'arrivée des Xarthaks. Des histoires sur la lutte désespérée pour sauver ce qu'il pouvait de la civilisation humaine. Et des histoires sur la promesse que chaque humain s'était faite en fuyant dans l'obscurité, entre les étoiles. Il reviendrait plus fort, et il ferait payer les extraterrestres pour leurs actes. Commandant, dit Webb, interrompant ses pensées, j'obtiens des lectures plus détaillées maintenant. Ces sources d'énergie sont indéniablement une technologie humaine. Mais elles sont anciennes, très anciennes. Elles fonctionnent sans interruption depuis des milliers d'années. De combien de sources parlons-nous? Difficile à dire exactement, mais au moins 50. Peu, être plus. Elles sont réparties sur toute la planète, principalement concentrées sous ce qui était autrefois d'importants centres de population. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. 50 sous terre. Des installations, tout encore actives après 10 millénaires. Cela signifiait qu'il y avait eu planification, préparation, après 10 millénaires. Cela signifiait qu'il y avait eu planification, préparation. Certains humains avaient su ce qui allait arriver et s'y étaient préparés. Madame, interrompit Thor, je détecte des vaisseaux. Sartaq? Demanda Sarah, sa main se dirigeant instinctivement vers son arme. Non, madame. Ce sont des vaisseaux humains. De petits vaisseaux, se déplaçant entre les sites souterrains, ils utilisent une sorte de technologie furtive, mais nos nouveaux capteurs peuvent les détecter. Le silence retomba sur la passerelle. Tous fixèrent l'écran tandis que de minuscules points lumineux se déplaçaient à la surface du monde mort. Des vaisseaux humains, pilotés par des mains humaines, toujours en activité dans les ruines du berceau de l'humanité. Depuis combien de temps n'avons-nous pas été détectés? Demanda Sarah. Inconnu, madame. Mais s'ils nous surveillent depuis notre arrivée? Une nouvelle voix résonna soudain sur la passerelle, provenant du système de communication. C'était clairement un humain, mais l'accent était étrange, démodé. Flotte inconnue. Ici le réseau de défense Terra. Vous violez l'espace restreint. Identifiez-vous immédiatement, sinon vous serez pris pour cible. Sarah regarda son équipage autour d'elle, lisant sa propre stupéfaction sur leur visage. Quelqu'un sur Terre était encore en vie, toujours en train de se battre, toujours en train de défendre un monde mort depuis 10 000 ans. Elle s'avança vers la station de communication. Réseau de défense Terra. Ici le commandant Sarah Chen Nakamura de la flotte d'Exode Terran. Nous sommes les descendants de ceux qui ont fui la Terre pendant le grand incendie. Nous sommes de retour. Un long silence suivit. Puis la voix revint, plus douce, désormais emplie d'incrédulité. Flotte d'Exode? Vous êtes vraiment revenu? Oui, dit Sarah, la voix chargée d'émotion. Nous avions promis de revenir. Il nous a fallu 10 000 ans, mais nous avons tenu parole. Nouveau silence, puis une voix différente, plus âgée et plus solennelle. Commandant Shinakamura, ici Elena Vasquez, actuelle gardienne des Insoumis. Nous avons beaucoup à nous dire, mais pas sur des canaux ouverts. Les Artax ont encore des postes d'écoute dans ce système. Pouvez-vous envoyer un petit vaisseau aux coordonnées suivantes? Des chiffres apparurent sur l'écran de Sarah, indiquant un emplacement sur la face cachée de la Terre. Nous y serons, dit Sarah. Et Elena, merci. Merci d'avoir entretenu la lumière. Merci d'être rentrée, fut la réponse. La communication terminée, Sarah se surprit à repenser au long voyage qui les avait amenés ici. Sarah se surprit à repenser au long voyage qui les avait menés ici. 10 000 ans d'errance dans la galaxie, de combat, d'apprentissage et de renforcement. 10 000 ans de préparation pour ce moment. La flotte de l'Exode n'était plus le même groupe de vaisseaux désespérés qui avaient fui la Terre des siècles auparavant. Ils s'étaient reconstruits, améliorés, transformés en quelque chose que les Xarthaks regretteraient d'avoir jamais traversé. Leurs vaisseaux étaient désormais plus grands, plus puissants, équipés d'armes capables de détruire des planètes
et protégés par des boucliers capables de repousser tout ce que les extraterrestres pourraient leur lancer. Leur peuple était également plus fort, renforcé par une génétique et une technologie qui auraient semblé magiques à leurs ancêtres. Mais surtout, ils étaient unis par un seul but. Chaque homme, femme et enfant de la flotte savait pourquoi ils étaient là. Ils étaient venus reconquérir leur planète natale et faire payer aux Artak le crime de l'avoir détruite. « Rodriguez », dit Sarah en se tournant vers son second, « préparez la navette. Je veux une équipe de 12 personnes, tout volontaires. Nous allons retrouver nos cousins. Madame, est-ce sage? Nous ignorons les conditions là-bas. » Sarah sourit d'un air sombre. « Capitaine, nous avons passé 10 000 ans à nous préparer à rentrer. Je ne vais pas laisser un peu de radiation m'arrêter. » Tandis que son équipage se préparait pour la mission, Sarah se tenait seule à l'avant de la passerelle, scrutant la surface défigurée de la Terre. Quelque part là, bas, dans les profondeurs sous le sol brûlé, des humains avaient survécu. Ils avaient enduré. Ils avaient entretenu la flamme de la civilisation dans l'obscurité. Bientôt, elle les rencontrerait face à face. Elle apprendrait comment ils avaient réussi à survivre en enfer pendant 10 000 ans. Et ensemble, ils planifieraient la prochaine étape du retour de l'humanité. L'Exartak pensait avoir détruit l'humanité en brûlant la Terre. Ils pensaient avoir envoyé un message à la galaxie concernant le prix à payer pour défier leur volonté. Ils avaient tort. L'humanité n'avait pas été détruite. Elle avait été forgée par le feu, endurcie par les épreuves et rendue plus forte que jamais. Et maintenant, enfin, les enfants de la Terre étaient de retour. La guerre pour l'avenir de l'humanité allait commencer. La navette New Dawn traversa la fine atmosphère terrestre, sa coque rougeoyante sous la chaleur de la rentrée atmosphérique. Sarah était assise dans le siège du pilote, ses yeux améliorés lisant aisément les instruments dans la pénombre. Derrière elle, 11 autres membres de la flotte Exodus se préparaient à leur premier pas sur la planète natale de l'humanité. Chacun d'eux représentait différemment ce que l'humanité était devenue durant son long exil. Le lieutenant Thor était né dans le vide, son corps étant adapté à la vie en apesanteur. Ses ossatures étaient plus denses que celles des humains de base, ses réflexes plus rapides, sa vision adaptée à l'obscurité profonde entre les étoiles. Le sergent Kim était un titan, sa silhouette massive et puissante, ses muscles renforcés par des fibres synthétiques qui la rendaient plus forte que n'importe quel humain ayant jamais vécu sur la vieille Terre. Le docteur Webb n'était pas génétiquement modifié, l'un des rares à avoir choisi de rester proche de la génétique humaine de base. Mais même lui portait des implants qui lui permettaient d'interagir directement avec les systèmes informatiques et de traiter l'information à des vitesses surhumaines. Zone d'atterrissage imminente, annonça Sarah en vérifiant ses instruments. Les coordonnées qu'Elena Vasquez leur avait données menaient à ce qui avait été autrefois la périphérie de Paris. Ce n'était plus qu'une étendue de désert noirci, seulement entrecoupée par les vestiges tordus d'anciens bâtiments. Alors qu'ils s'installaient sur la plateforme d'atterrissage, Padsara constata que quelqu'un avait déblayé la zone de débris. La zone d'atterrissage était balisée par des lumières qui semblaient émerger du sol. Il ne s'agissait manifestement pas d'une formation naturelle. « L'atmosphère est respirable », rapporta le docteur Webb en vérifiant. « Ces scanners. Mince, mais nous n'aurons pas besoin de masques. » Sarah en fut surprise. D'après leurs archives, l'atmosphère terrestre avait été complètement détruite lors du bombardement. Comment avait-elle été restaurée? La réponse leur vint dès leur descente de la navette. Le sol sous leurs pieds n'était pas un sol naturel, mais une sorte de revêtement artificiel. Alors que Sarah s'agenouillait pour l'examiner, elle réalisa qu'il s'agissait d'un processeur atmosphérique sophistiqué, déguisé en poussière ordinaire. « Impressionnant », murmura Webb en lançant ses propres scans. « Toute cette zone est un gigantesque système de survie. Ils ont reconstruit l'atmosphère de toutes pièces. » Un morceau de terrain voisin s'ouvrit soudain, révélant un ascenseur caché. 3 silhouettes apparurent, vêtues de simples uniformes gris, plus pratiques que militaires. La figure de tête était une femme aux cheveux gris fer, le visage barré de cicatrices. Elle avançait avec la démarche assurée d'une habituée du commandement. « Commandant Shen Nakamura », demanda la femme en lui tendant la main. « Je suis Elena Vasquez, bienvenue sur Terre », demanda la femme en lui tendant la main. « Je suis Elena Vasquez, bienvenue sur Terre. » Sarah serra la main qu'elle lui tendait, remarquant que la poigne d'Elena était ferme, mais sans plus. Ces terriens étaient encore des humains de base,
non modifiés par les améliorations génétiques YARB, devenues la norme dans la flotte Exodus. Gardien Vasquez, répondit Sarah. C'est un honneur de vous rencontrer. Quand nous avons appris qu'il y avait des survivants. Appelez-moi Elena, interrompit la vieille femme avec un sourire. Nous avons abandonné les rangs officiels il y a environ 7000 ans et nous préférons être appelés les insoumis plutôt que les survivants. Nous n'avons pas seulement survécu ici-bas, nous avons combattu. Elena leur fit signe de la suivre dans l'ascenseur. En descendant, Sarah remarqua que les murs étaient tapissés d'œuvres d'art. Pas les fresques grandioses auxquelles elle aurait pu s'attendre, mais des peintures et des sculptures simples qui semblaient raconter des histoires. C'est magnifique, a déclaré le docteur Webb, s'arrêtant pour examiner une sculpture représentant des humains travaillant ensemble à la construction souterraine. Chaque génération enrichit le patrimoine, a expliqué Elena. Nous voulons nous assurer que ce que nous avons accompli ici restera dans les mémoires, quoi qu'il arrive. L'ascenseur descendit pendant ce qui leur sembla des minutes, les emmenant profondément sous terre. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, Sarah resta bouche bée devant ce qu'elle vit. Ils émergèrent dans une vaste caverne, visiblement artificielle, qui s'étendait à perte de vue. Le plafond était éclairé par des lumières imitant la lumière du soleil, et le sol était aménagé comme une rue. Des immeubles bordaient les deux côtés de la large avenue, et Sarah pouvait voir les gens vaquer à leurs occupations quotidiennes. C'est le nouveau Paris, dit fièrement Elena. L'une des 53 villes souterraines que nous avons construites au fil des millénaires, abritant environ 200 000 habitants. Sarah le regarda avec stupéfaction. La ville était clairement humaine, mais elle ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu dans la flotte Exodus. Tout semblait conçu pour durer, pour des générations. Les bâtiments étaient en pierre et en métal massif, construits pour durer éternellement. Des jardins poussaient sur les places publiques, entretenus par des gens visiblement fiers de leur travail. « Combien êtes-vous là » demanda le sergent Kim, d'une voix plus grave que celle d'un humain normal. « Dans le monde entier » ? « Environ 12 millions, répondit Elena. Nous sommes répartis sur tous les continents, reliés par des réseaux de tunnels et de transports souterrains. Des réseaux, 12 millions d'humains vivant sous la surface d'un monde mort depuis 10 000 ans. Sarah éprouvait un profond respect pour ces gens qui avaient choisi de rester et de se battre plutôt que de fuir vers les étoiles. En traversant la ville, Sarah remarqua que les gens qu'il croisait fixaient son groupe, non pas avec hostilité, mais avec curiosité et une pointe d'admiration. « Ils savent qui nous sommes » demanda-t-elle. Elena acquiesça. La nouvelle se répand vite ici. Le retour de la flotte Exodus est quelque chose que nous espérons et préparons depuis ton départ. Ils entrèrent dans un grand bâtiment qui semblait servir de centre gouvernemental. À l'intérieur, Sarah vit d'autres œuvres d'art recouvrir les murs, mais elles étaient différentes. Elles représentaient des scènes de bataille spatiale, de grands vaisseaux sillonnant les étoiles, d'humains combattant des ennemis extraterrestres dans des systèmes lointains. « Vous nous avez suivis » réalisa Sarah. « Autant que possible » confirma Elena en les conduisant dans une salle de conférence. « Nous possédons des capteurs longue portée dissimulés dans tout le système depuis des millénaires. Nous avons observé certains de vos combats contre les Xartak. Nous avons vu ce que vous êtes devenus. » Elle leur fit signe de s'asseoir autour d'une grande table faite de ce qui semblait être un seul bloc de pierre noire. D'autres chefs souterrains entrèrent dans la pièce, tous présentant les mêmes signes de vie vécue dans des conditions difficiles. C'étaient des gens coriaces, réalisa Sarah, d'une force que même les guerriers de la flotte de l'Exode ne pouvaient pas être. « Parlez-nous de la flotte » demanda un homme plus âgé qui se présenta comme Marcus Reeve, l'adjoint d'Elena. « Combien de navires ? Combien de personnes ?» Sarah regarda autour de la table, prenant une décision rapide. Ces gens avaient mérité le droit de connaître la vérité. La flotte Exodus compte désormais plus de 2000 vaisseaux, commença-t-elle. Des petits éclaireurs aux stations de combat mobiles de la taille d'une lune. Notre population totale est d'environ 8 milliards d'habitants. Des murmures d'étonnement parcoururent la table. Elena se pencha en avant, les yeux brillants d'intérêt. 8 milliards ? Comment est-ce possible ? Seulement une 50aine de millions de personnes ont pu s'échapper lors de l'évacuation ? Répondit le docteur Webb cette fois. Nous avons eu 10 000 ans pour grandir, et nous l'avons fait avec beaucoup de discernement. Nous avons également intégré des personnes d'autres espèces qui nous ont rejoints de leur plein gré. D'autres espèces ? Demanda Marcus.
La galaxie regorge de vie, expliqua Sarah. Et elle n'est pas toujours hostile. Nous avons rencontré des dizaines de races extraterrestres au fil des millénaires. Certaines sont devenues nos alliés, d'autres ont tenté de nous asservir comme l'ont fait les Xartak. Nous les avons combattus et vaincus. Nous avons accueilli avec joie celles qui nous ont offert notre amitié. Elle marqua une pause, réfléchissant à la manière d'expliquer ce qu'était devenu l'humanité durant son long exil. Nous avons appris de chaque rencontre, poursuivit-elle. Chaque bataille nous a appris quelque chose de nouveau. Nous avons étudié et amélioré chaque technologie extraterrestre rencontrée. Chaque monde visité a enrichi nos connaissances. Elena hocha lentement la tête. Et vous avez changé, vous aussi. Je le vois chez votre peuple. Ils ne sont plus tout à fait humains, fit Sarah en désignant le lieutenant Thor, qui se leva et se déplaça avec la grâce fluide d'un être né en apesanteur. Les nés du néant sont adaptés à la vie sur les vaisseaux et dans l'espace. Ils peuvent survivre dans le vide pendant de courtes périodes et voir dans une obscurité quasi totale. Elle désigna ensuite le sergent Kim. Les Titans sont nos troupes d'assaut lourdes, plus fortes et plus résistantes que n'importe quel humain de base, capables d'affronter des guerriers extraterrestres 2 fois plus grands qu'eux. Et toi ? Demanda Elena en observant Sarah attentivement. Qui es-tu ? Sarah sourit. Je suis coordinatrice, dotée de réflexes améliorés, d'un traitement de l'information amélioré et de modifications génétiques qui me permettent d'interagir directement avec les ordinateurs de notre vaisseau. Je peux visualiser mentalement toute la situation tactique d'une bataille spatiale et prendre des décisions plus vite que nos ennemis. Je peux réagir. Et les autres ? Le docteur Webb a pris la parole. Il y a les créateurs, nos ingénieurs et nos scientifiques. Ils peuvent concevoir et construire de nouvelles technologies à la volée, s'adaptant à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Les Sions sont nos communicateurs et navigateurs à longue portée. Ils peuvent percevoir des choses à de vastes distances et guider nos vaisseaux dans l'hyperespace. Elena se rassit dans son fauteuil, l'air pensif. Vous vous êtes donc spécialisés. Différents types d'humains pour différentes tâches. Mais nous restons humains, dit Sarah fermement. C'est le plus important. Peu importe à quel point nos corps ont changé, nous avons conservé notre esprit et notre âme humain. Nous nous souvenons d'où nous venons. Nous nous souvenons de ce qui nous a été fait. Et nous nous souvenons pourquoi nous nous battons. Marcus se pencha en avant. Nous nous battons. Oui, parlons-en. Que sais-tu de l'état actuel de l'Empire Zartak ? Le visage de Sarah s'assombrit. Nous savons qu'ils sont toujours là. Ils asservissent toujours les espèces. Ils détruisent toujours les mondes qui leur résistent. Nous les avons combattus des dizaines de fois au fil des siècles, mais seulement de petites flottes de forces frontalières. Ils sont plus forts maintenant qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils ont détruit la Terre, dit doucement Elena. Beaucoup plus forts. Ils contrôlent plus de la moitié de la galaxie. Des milliers d'espèces les servent, soit comme esclaves, soit comme alliés consentants qui profitent de l'expansion de l'Empire. Elle activa un projecteur holographique au centre de la table, affichant une carte tridimensionnelle de la galaxie. De vastes pans étaient colorés en rouge, représentant le territoire Xartak. Voilà à quoi nous sommes confrontés, poursuivit Elena. Ils ont des mondes forteresses capables de construire des flottes entières en quelques mois. Ils ont des armes capables de détruire des planètes. Et ils ont quelque chose appelé la récolte finale. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Sarah, même si elle avait le sentiment de ne pas vouloir connaître la réponse. Un plan visant à priver chaque monde habitable de la galaxie de toutes ses ressources utiles, puis à les stériliser complètement, répondit Marcus. Ils veulent faire de la galaxie entière leur empire personnel. Toutes les autres espèces étant soit mortes, soit à leur service. Sarah sentit une colère familière monter en elle. Combien de temps avons-nous ? D'après nos renseignements, ils se préparent à commencer la moisson finale d'ici 50 ans, dit Elena. La Terre était leur terrain d'essai, les armes qu'ils utilisaient pour vitrer notre monde. Ils les perfectionnaient, les rendant plus efficaces. Le docteur Webb étudiait la carte galactique avec un intérêt professionnel. Comment savez-vous tout cela ? Je veux dire, comment recueillez-vous des renseignements sur un empire qui s'étend sur la moitié de la galaxie ? Elena sourit sombrement. Parce que nous ne nous cachons pas ici depuis 10 000 ans. Nous construisons un réseau. Les Xartak pensent que la Terre est un monde mort, alors ils n'y prêtent aucune attention. C'est donc la base idéale pour coordonner les mouvements de résistance à travers la galaxie. Les implications de ces propos frappèrent Sarah comme un coup de poing. Tu veux dire qu'il existe d'autres groupes de résistance ?
Des dizaines, confirma Marcus. Des espèces que les Xartak ont asservies mais qui n'ont jamais cessé de se battre. Des mondes soi-disant fidèles à l'Empire, mais qui œuvrent secrètement à le saboter de l'intérieur. Des pirates, des rebelles, et tous ceux qui refusent de se soumettre à la domination des Xartak. Et ils sont tous sous vos ordres ? Demanda le sergent Kim. Pas à nous spécifiquement, répondit Helena. Mais nous nous coordonnons avec eux, partageons des renseignements et les aidons à planifier leurs opérations. Parfois, nous envoyons même nos propres hommes pour des missions particulièrement importantes. Sarah se leva et se dirigea vers la carte holographique, étudiant les zones rouges qui représentaient le territoire ennemi. Son peuple avait passé 10 000 ans à se préparer à cette guerre, mais il avait toujours pensé qu'il la mènerait seul. « Qu'attendez-vous de nous ?» demanda-t-elle finalement. Helena et Marcus échangèrent un regard. « Tout, dit simplement Helena. Vos vaisseaux, votre peuple, votre technologie. Les mouvements de résistance tiennent bon depuis des millénaires. Mais ils ne peuvent pas gagner seuls. Ils ont besoin d'un véritable pouvoir militaire pour s'unir. Vous voulez que nous menions une rébellion galactique ? Dit Sarah, compréhensive. Oui, mais il faut le faire avec prudence. Les Artak ont des espions partout. S'ils réalisent ce qui se passe trop tôt, ils accéléreront la moisson finale. Nous n'aurons peu. Être qu'une seule chance. Sarah regarda son équipe autour d'elle, lisant sur leur visage la même détermination qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Ils étaient rentrés pour reconquérir leur monde natal, mais ils avaient trouvé quelque chose de plus grand. Une chance de libérer la galaxie entière de la tyrannie qui avait détruit la Terre. Nous devons rapprocher la flotte, dit-elle finalement, et nous devons nous coordonner avec votre réseau de résistance. Quand pouvons-nous commencer ? Helena sourit, et pour la première fois depuis leur arrivée, Sarah vit un véritable espoir dans les yeux de la vieille femme. « Commandant, dit Helena, nous sommes prêts depuis 10 000 ans. La question est, êtes-vous prêt à terminer ce que nos ancêtres ont commencé ?» Sarah regarda une dernière fois la carte, les vastes zones rouges représentant l'oppression extraterrestre, et prit sa décision. « Oui, dit-elle simplement, il est temps d'entrer en guerre. » 3 semaines après le premier contact, Sarah se tenait dans la chambre la plus profonde de New Paris, observant les techniciens de la flotte Exodus et des Insoumis travailler ensemble à l'intégration de leurs systèmes informatiques. La chambre était immense, creusée dans la roche et bordée de technologies qui bourdonnaient d'une puissance silencieuse. « C'est incroyable, » dit le docteur Webb en examinant l'un des anciens terminaux. Certains de ces équipements fonctionnent en continu depuis 9 000 ans. Helena sourit en les rejoignant, une tasse de ce qu'elle prétendait être du vrai café cultivé dans les fermes souterraines. Les concepteurs d'origine ont tout construit pour durer. Ils savaient que nous risquions de rester ici très longtemps. Sarah accepta le café avec gratitude. Après des semaines à vivre des rations du navire, tout ce qui était frais était un luxe. Parlez-moi d'eux. Les concepteurs originaux. Comment ont-ils su ce qui allait arriver ? L'expression d'Helena devint sérieuse. Viens avec moi. Il y a quelque chose que tu dois voir. Elle les conduisit plus profondément dans le complexe, à travers des couloirs bordés de plaques commémoratives portant des milliers de noms. Au centre se trouvait une salle circulaire aux murs couverts d'écrans et d'affichages. Au milieu se dressait un simple monument de pierre. « C'est la salle du souvenir », expliqua Helena. « C'est la salle du souvenir », expliqua Helena. « Chaque humain mort en défendant la Terre est commémoré ici. Plus de 3 milliards de noms. » Sarah marchait lentement autour du monument, lisant quelques inscriptions. Beaucoup étaient simples. John Smith était mort en défendant Shanghai. D'autres étaient plus longues. Maria Gonzalez avait donné sa vie pour permettre au dernier navire d'évacuation de s'échapper. Les planificateurs étaient un groupe de scientifiques et d'ingénieurs qui avaient vu venir ce qui allait se passer des mois avant l'assaut final, poursuivit Helena. Ils comprirent que tout le monde ne pourrait pas évacuer, alors ils se préparèrent. Un des écrans muraux s'alluma, diffusant de vieilles images vidéo montrant des humains travaillant frénétiquement à creuser des tunnels et à installer du matériel. Les personnes sur la vidéo semblaient désespérées mais déterminées. Le docteur Amanda Chen était la responsable du projet, raconta Helena, et Sarah en eut le souffle coupé. Votre ancêtre, en fait. C'est elle qui a conçu la plupart de ces villes souterraines. L'écran montrait une femme ressemblant étrangement à Sarah, donnant des ordres aux équipes de travail tandis que des explosions illuminaient le ciel. Elle était visiblement épuisée, mais sa voix était ferme et assurée. « Nous n'arriverons pas tous à rejoindre les vaisseaux, » disait la voix enregistrée,
Mais cela ne signifie pas que nous abandonnions. Nous allons sous terre, nous préservons ce que nous pouvons, et nous nous assurons qu'à notre retour, notre peuple aura quelque chose à retrouver. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux en regardant son arrière-arrière-grand-mère s'efforcer de sauver ce qu'elle pouvait de la civilisation humaine. Elle est restée. Elle l'a fait. Avec 50 000 autres volontaires pour rester et entretenir les cités souterraines. Ils auraient pu prendre place à bord des vaisseaux d'évacuation, mais ils choisirent de rester. Elena activa un autre écran, affichant une carte des réseaux de tunnels reliant les cités souterraines. Ils passèrent les 6 mois précédant le bombardement à construire tout cela, travaillant 24 heures sur 24, tandis que les forces Zartak se rassemblaient en orbite. Que leur est-il arrivé? Les 50 000 premiers? Le visage d'Elena s'assombrit. La plupart sont morts au cours des premières années. Les Zartak ne se sont pas contentés de vitrer la surface. Ils ont envoyé des troupes à la recherche de survivants. Il nous a fallu tout notre possible pour les repousser. Elle les a conduits à une autre exposition, celle-ci présentant des archives des premières années après le bombardement. Sarah a lu des rapports de combats acharnés livrés dans d'étroits tunnels par des humains, utilisant des armes improvisées contre des soldats extraterrestres. Les Zartak ont fini par abandonner. Elena a continué. Ils ont décidé que la Terre était bel et bien morte et n'ont laissé que quelques stations de surveillance automatisées. C'est à ce moment-là que nous avons véritablement commencé à construire. Le docteur Webb étudiait les spécifications techniques affichées sur l'un des écrans. Ces processeurs atmosphériques, les réacteurs à fusion, les équipements de forage de tunnels, tout cela est incroyablement avancé, plus avancé que ce que nous avions avant de quitter la Terre. Ton ancêtre et son équipe étaient des génies, répondit Elena. Ils ne se sont pas contentés de préserver les anciennes technologies. Ils les ont améliorées, perfectionnées. Tout ce qu'ils ont construit était conçu pour être maintenable et évolutif par les générations futures. Sarah se dirigea vers un affichage présentant l'état actuel des 53 cités souterraines. Chacune était marquée en vert, signe qu'elle était pleinement opérationnelle. Des millions de personnes vivaient et travaillaient dans un réseau de villes à travers le monde. « Comment avez-vous pu rester cachés des Zartak aussi longtemps ?» demanda-t-elle. « Une planification minutieuse et beaucoup de chance, » admit Elena. « Nous avons appris à masquer nos signatures énergétiques pour que nos communications ressemblent à du rayonnement naturel, et nous avons veillé à ne rien faire à la surface qui puisse attirer l'attention. » Marcus les a rejoints, muni d'une tablette remplie de rapports de renseignements. Mais les choses changent. Les Zartak se préparent à la récolte finale, ce qui signifie qu'ils accordent une attention accrue au monde supposément mort comme la Terre. « Combien de temps avons-nous » demanda Sarah. « Difficile à dire exactement. Peut être 50 ans, peut être moins. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. » Il activa l'écran central, qui afficha une carte du territoire Zartak bien plus détaillée que tout ce que Sarah avait vu auparavant. Il montrait les positions des flottes, les lignes de ravitaillement et surtout les cibles. « Nous nous préparons à cette guerre depuis 10 000 ans, poursuivit Marcus. Nous ne nous contentons pas de nous cacher et de survivre. Nous nous préparons réellement au combat. » Elena acquiesça. Tout enfant insoumis apprend à se battre avant de savoir lire. Nous avons développé des armes et des tactiques spécialement conçues pour contrer les avantages des Zartak, et nous partageons ce savoir avec les groupes de résistance de toute la galaxie. Sarah étudia la carte, notant les symboles qui marquaient les cellules de résistance connues. Il y en avait des centaines, dispersées dans des dizaines de systèmes stellaires. Il s'agit d'un réseau de renseignement à grande échelle, réalisa-t-elle. Vous menez une guerre de l'ombre dans la moitié de la galaxie. Exactement. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvions rien faire de plus que les harceler. Les harceler. Il nous fallait une véritable puissance militaire. Des vaisseaux capables d'affronter les cuirassés Zartak. Des soldats capables d'attaquer leur monde forteresse. Le lieutenant Thor, qui observait silencieusement les écrans, prit la parole. De quel genre de résistance s'agit-il? Sont-ils organisés? Elena sourit d'un air sombre. Laissez-moi vous montrer. Elle activa un autre écran et soudain, ils se retrouvèrent face à ce qui semblait être une vidéo en direct. On y voyait un groupe d'extraterrestres que Sarah ne reconnaissait pas, travaillant ensemble pour saboter une installation industrielle. Cela se passe en ce moment même, à environ 300 années-lumière d'ici, expliqua Elena.
Les Cateras ont été réduits en esclavage par les Artak il y a environ 2000 ans. Depuis, ils mènent des opérations de sabotage. L'écran changea de flux, montrant une bataille spatiale entre de petits vaisseaux rapides et un vaisseau Zartak bien plus imposant. Il s'agissait de la flotte libre d'Andara, des réfugiés humains venus d'une colonie frontalière détruite il y a 500 ans. Ils attaquaient les convois de ravitaillement Zartak. Sarah observait, stupéfaite, les flux vidéo montrant différents groupes de résistance menant des opérations à travers la galaxie. Certains étaient des espèces extraterrestres luttant pour libérer leur monde d'origine. D'autres étaient des colonies humaines ayant réussi à préserver leur indépendance. Tous étaient unis par le règne de l'Empire Zartak. « Comment coordonnez-vous tout cela » demanda le docteur Webb. Marcus sourit. « Très prudemment. Nous utilisons un réseau de communication basé sur l'intrication quantique, totalement indétectable par les capteurs Zartak. Les messages peuvent voyager instantanément, quelle que soit la distance. »« Et tout cela traverse la Terre » demanda Sarah. « À travers les cités souterraines ?» ?»« Oui. Nous sommes le centre de tout le réseau de résistance. C'est pourquoi votre retour est si important. Nous pouvons fournir renseignements et coordination, mais nous avons besoin de votre puissance militaire pour gagner cette guerre. » Sarah hocha la tête, comprenant l'ampleur de ce qu'on leur demandait. La flotte de l'Exode avait toujours prévu de combattre les Xartak, mais ils pensaient le faire seuls. On leur offrait maintenant la possibilité de mener une rébellion galactique. « Et les autres colonies humaines ?» demanda-t-elle. « Celles qui avaient réussi à rester indépendantes ?» L'expression d'Helena devint triste. La plupart d'entre eux ont été détruits au fil des siècles. Les Xartak traquent systématiquement toute colonie humaine qu'ils trouvent. Il en reste peu, être une douzaine, dispersés sur la bordure extérieure. Mais font-ils partie du réseau de résistance? Ceux qui ont survécu, oui. En fait, l'une de leurs chefs est ici. Elle était arrivée hier pour la réunion de planification. Helena les conduisit dans une autre section du complexe où Sarah pouvait voir d'autres personnes se déplacer. Elle n'était pas inflexible, réalisa-t-elle. Leurs vêtements et leur équipement étaient différents, plus proches de ce qu'elle avait l'habitude de voir dans la flotte Exodus. Commandant Shen Nakamura appela Helena. « Je vous présente le capitaine Lisa Park, de la colonie de New Sol. » Une femme d'une quarantaine d'années s'approcha, vêtue d'un uniforme clairement militaire, mais différent de tout ce qui se trouvait dans la flotte Exodus. Elle avançait avec l'assurance d'une habituée du commandement, et Sarah lut dans son regard la même dureté qu'Helena et l'autre, impassible. « Commandant, » dit le capitaine Park en lui tendant la main, « c'est un honneur de rencontrer quelqu'un de la légendaire flotte Exodus. »« Cet honneur est pour moi. » Sarah répondit, en serrant la main tendue. « Combien de personnes y a-t-il dans votre colonie ? » Environ un demi-million, répartis sur 3 systèmes différents. Nous sommes en fuite depuis 2 siècles. Gardez une longueur d'avance sur les flottes de chasse Zartak. Le docteur Webb se pencha en avant, intéressé. « Comment avez-vous réussi à rester caché aussi longtemps ?» Le capitaine Park sourit d'un air sombre. En ne restant jamais trop longtemps au même endroit et en veillant à ce que chaque vaisseau Xartak qui nous trouve ne survive jamais pour nous signaler, Sarah était impressionnée. Voilà un autre groupe d'humains qui avait non seulement survécu, mais prospéré malgré la pression constante des Xartak. « Que pouvez-vous nous dire des capacités actuelles des Xartak ?» demanda-t-elle. « Ils sont plus forts que jamais, » répondit Park. « Mais ils sont aussi trop confiants. Ils pensent avoir gagné. Ce sera leur faiblesse. » Helena en activa un autre. Affichage. Des renseignements détaillés sur les forces militaires Zartak. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Plus de 10 000 navires de guerre majeurs, dont 50 cuirassés capables de détruire des planètes entières, des millions de vaisseaux plus petits, des forces terrestres se chiffrant en milliards. Sarah étudia les chiffres, intimidée malgré elle. La flotte de l'Exode était puissante, mais elle restait largement en infériorité numérique. La flotte de l'Exode était puissante, mais elle restait largement en infériorité numérique. Mais, poursuivit Marcus, elle était dispersée. L'Empire est immense, et il a besoin de forces partout pour maintenir ses sujets sous contrôle. Si nous coordonnons bien nos attaques, nous pourrons les frapper là où ils sont faibles. Le capitaine Park hocha la tête. La clé, c'est le timing. Si nous parvenons à faire en sorte que tous les groupes de résistance frappent simultanément, nous pourrons les neutraliser. Sarah regarda les visages autour d'elle. Ces gens s'étaient préparés pendant des millénaires à ce moment.
Ils avaient entretenu la flamme de la résistance alors que n'importe qui aurait abandonné. « Qu'attendez-vous de nous » demanda-t-elle. « Qu'attendez-vous de nous » demanda-t-elle. « Tout » répondit simplement Helena. « Vos vaisseaux, votre technologie, votre peuple. Mais surtout, nous avons besoin que vous soyez le symbole qui unit tous les groupes de résistance. Symbole, le retour de l'Exode. Une flotte, expliqua le capitaine Park. C'est devenu une légende dans toute la galaxie. Chaque espèce asservie connaît l'histoire des humains qui ont fui la Terre et promis de revenir. Votre arrivée va déclencher des rébellions sur 1000 mondes. Sarah sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. On ne leur demandait pas seulement de faire la guerre. On leur demandait de mener une révolution galactique. Nous allons devoir faire entrer toute la flotte dans le système, dit-elle finalement. Les 2000 vaisseaux. Vos cités souterraines peuvent-elles supporter ce genre d'opération ? Helena sourit. Commandant, nous préparons votre retour depuis 10 000 ans. Nous pouvons soutenir une flotte 10 fois plus grande si nécessaire. Et les Tsartak ? Ne remarqueront-ils pas l'apparition soudaine de 2000 vaisseaux dans le système solaire ? Marcus activa un autre affichage indiquant l'emplacement des stations de surveillance Xartak à travers le système. Nous les avons progressivement éliminées ces dernières semaines. À l'arrivée de votre flotte principale, elles seront aveugles. Sarah hocha la tête et prit sa décision. Alors, on y va. On rassemble tout le monde et on commence à planifier la plus grande opération militaire de l'histoire galactique. Helena lui tendit la main. Bienvenue dans la résistance, commandant. Il est temps de terminer ce que nos ancêtres ont commencé. En serrant la main d'Helena, Sarah pensa à tous les humains morts en défendant la Terre il y a 10 000 ans. Ils avaient gagné du temps pour permettre aux flottes d'évacuation de s'échapper, persuadés qu'ils se sacrifiaient pour la survie de l'humanité. Jamais ils n'auraient imaginé que leur sacrifice mènerait à ce moment, que leurs descendants reviendraient, non seulement pour reconquérir leur monde natal, mais pour libérer une galaxie entière de la tyrannie. La guerre était sur le point d'éclater, et cette fois, l'humanité ne combattrait pas seule. Elle débuta exactement le 12, heure normale de l'univers, un mardi. À travers 300 systèmes stellaires, les forces de la résistance attaquèrent simultanément les installations de Tsartak. Dans le secteur Kepler, des pillards humains détruisirent un dépôt de ravitaillement qui alimentait la machine de guerre extraterrestre depuis des siècles. Dans la spirale d'Andromède, des extraterrestres réduits en esclavage se soulevèrent contre leurs oppresseurs, utilisant des armes introduites clandestinement par le réseau de résistance. Sur la planète forteresse de Talar Prime, des combattants clandestins déclenchèrent des explosifs qui détruisirent une académie militaire entière. Sarah, debout sur le pont de l'aube de rétribution, observait les rapports affluer de toute la galaxie. L'écran principal montrait un affichage tactique de l'espace connu, les lumières vertes marquant les opérations réussies et les rouges les combats en cours. La force d'attaque 7 a pris le contrôle des chantiers navals de Rigel, rapporta le lieutenant Torres. La force d'attaque 12 engage la flotte à Proxima. La résistance est forte, mais ils tiennent bon. Qu'en est-il des cibles principales ? Demanda Sarah. Résultat mitigé, répondit le capitaine Rodriguez. Nous avons détruit 18 centres de commandement Zartak, mais ils réagissent plus vite que prévu. Ils envoient déjà des renforts pour protéger leurs installations clés. Sarah hocha la tête d'un air sombre. Le plan avait toujours été ambitieux. Frapper l'Empire Zartak simultanément sur des centaines de fronts, détruisant sa capacité à coordonner une riposte tout en suscitant des rébellions sur les mondes asservis. Mais aucun plan ne résista au contact de l'ennemi, et les Xartak se montrèrent plus adaptables que quiconque ne l'espérait. « Madame » lança le commandant Hayes depuis la station de communication. « Nous recevons un message prioritaire de la Terre. » Le visage d'Helena apparut à l'écran, l'air sérieux. Derrière elle, Sarah pouvait voir le chaos organisé du centre de commandement souterrain. « Commandant, nous avons un problème, » dit Helena sans préambule. Les Zartak se déplacent pour accélérer la récolte finale. Ils retirent leur flotte des territoires extérieurs et la massent sur leurs mondes centraux. Sarah sentit son sang se glacer. La récolte finale était leur peur ultime. Le plan des Zartak est de dépouiller tous les mondes habitables de la galaxie et d'éliminer toute vie non Xartak. Combien de temps avons-nous ? D'après nos sources, peut être 6 mois. Ils paniquent à cause de nos attaques coordonnées. Ils ont décidé d'abandonner leur projet d'expansion et de se concentrer sur la destruction de tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le docteur Webb,
qui surveillait les communications, se pencha en avant. C'est impossible. La récolte finale était censée avoir lieu dans au moins 50 ans. Ils n'ont pas l'infrastructure nécessaire. L'expression d'Helena devint encore plus sombre. Ils improvisent. Au lieu de l'approche prudente et systématique initialement prévue, ils vont tout vitrer, réduire chaque monde en cendres et trier les éléments utiles plus tard. Sarah ferma les yeux un instant, réfléchissant furieusement. Ils avaient déclenché cette guerre pour empêcher la récolte finale, mais leur succès l'avait en réalité rapproché. « Quelle est la liste des cibles ?» demanda TL. Helena consulta une tablette. Chaque monde doté de ressources biologiques importantes. La Terre est en fait en bas de la liste, car ils la pensent déjà morte. Mais les principales colonies humaines, la planète natale de Kitara, les systèmes libres de l'amas du Centaure, sont tous voués à une destruction immédiate. De combien de personnes parlons-nous? Des milliards. Peut être des milliers de milliards si l'on compte toutes les populations asservies sur les mondes Xartak. Sarah ouvrit les yeux et regarda son équipage sur la passerelle. C'étaient des braves gens qui l'avaient suivi dans l'opération militaire la plus dangereuse de l'histoire galactique. Elle devait maintenant leur demander une tâche encore plus complexe. Helena, le réseau de résistance peut-il nous fournir des renseignements en temps réel sur les mouvements de la flotte Zartak? Nous y travaillons déjà. Nous redirigeons tous nos espions, tous nos capteurs, tous nos postes d'écoute secrets. Mais Sarah, même si on sait où ils vont, comment les arrêter? Ils ont 10 000 navires. Nous en avons peu, être 3 000, en comptant toutes les forces de la résistance. Sarah se tourna vers le docteur Webb. « Marcus, combien de temps nous faudrait-il pour analyser les renseignements, les données et identifier les cibles les plus critiques? Si on parle de perturber toutes leurs machines de guerre? Des semaines? Peu? Être des mois? On n'a pas de mois. » Sarah a pris sa décision. « Nous allons devoir diviser nos forces. Certains navires continuent de frapper leurs infrastructures. D'autres se concentrent sur l'interception de leur flotte de récolte avant qu'elle n'atteigne leur cible. Le capitaine Rodriguez semblait mal à l'aise. « Madame, cela nous disperse. Très dispersés. Nous allons combattre sur des dizaines de fronts simultanément avec un soutien limité. Je sais, mais c'est le seul moyen de gagner du temps pour que les populations ciblées puissent évacuer ou se défendre. » La voix d'Helena grésilla dans le système de communication. « Commandant, il y a autre chose que vous devez savoir. Nous avons été en contact avec certaines des espèces asservies dans les systèmes centraux. Si nous pouvons leur fournir des armes et du matériel, ils sont prêts à se révolter. Même si cela signifie leur propre destruction, ils veulent faire le plus de mal possible aux Xartak avant de mourir. » Sarah sentit un frisson dans la voix désespérée d'Helena. La portée de leur demande devenait évidente. Il ne s'agissait plus d'une simple opération militaire. C'était une course pour sauver le plus de vies possible avant que la galaxie ne brûle. Combien de vaisseaux? Pouvez-vous vous en passer pour les ravitaillements? Demanda Helena. Sarah regarda son écran tactique et calcula rapidement. Peu, être 200. Des vaisseaux rapides capables d'entrer et de sortir du territoire de Zaratak sans être détectés. C'est loin d'être suffisant pour atteindre tous les mondes asservis. Ensuite, nous établissons des priorités. Les mondes les plus peuplés, ceux qui ont les meilleures chances de réussir une révolte. Pendant les 6 heures qui suivirent, Sarah travailla avec Helena et les dirigeants de la résistance pour coordonner la plus grande opération militaire de l'histoire galactique. Des vaisseaux furent assignés à des cibles réparties sur des centaines de systèmes stellaires. Des opérations de ravitaillement furent planifiées pour livrer des armes aux populations asservies. Des itinéraires d'évacuation furent établis pour les populations civiles incapables de se défendre. L'ampleur du désastre était stupéfiante. Sarah se retrouva responsable de la vie de milliards de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, combattant un ennemi qui voulait exterminer toute vie dans la galaxie. « Madame, le lieutenant Thors interrompit sa séance de planification. Nous recevons des rapports de la force d'intervention 15. Ils ont engagé une flotte de récolte Zartak dans le système Vega. » Sarah se tourna vers l'écran principal, qui montrait une représentation tactique en temps réel de la bataille. 12 vaisseaux humains luttaient désespérément contre une force Zartak 3 fois plus nombreuse qu'eux. « Pouvons-nous envoyer des renforts ?» demanda-t-elle. Négatif. Toutes les autres forces sont engagées dans leurs propres opérations. Sarah vit l'un des vaisseaux humains exploser dans un éclair de lumière. Puis un autre. Les vaisseaux restants continuaient le combat, mais ils étaient clairement dépassés. Force d'intervention 15,
Voici l'aube de rétribution, dit Sarah dans le système de communication. Système, vous êtes autorisé à vous replier. La réponse arriva immédiatement, la voix tendue mais déterminée. Négatif. Commandement. Il y a 2 milliards de civils sur Vega Prime. Si nous nous retirons, ils mourront tous. Sarah sentit son cœur se briser légèrement en regardant l'affichage tactique. C'était son peuple, sa responsabilité, et elle les envoyait mourir. Compris, 15. Qu'ils meurent. Compris, commandement, quel honneur. Le dernier vaisseau humain disparut de l'écran 30 secondes plus tard, emportant avec lui 2 vaisseaux Zartak. La flotte de récolte extraterrestre continua vers Ur, Vega Prime, où 2 milliards de personnes attendaient la mort. Des scènes similaires se déroulaient à travers la galaxie. À certains endroits, les forces de la résistance gagnaient du terrain. À d'autres, elles mouraient héroïquement pour gagner du temps et permettre l'évacuation des civils, et dans trop d'endroits, elles étaient tout simplement perdantes. Commandant, s'écria le docteur Webb en étudiant les rapports de renseignement. Je perçois une tendance dans les mouvements de la flotte Zartak. Ils n'attaquent pas des cibles au hasard, ils suivent un itinéraire précis. Sarah le rejoignit à une station, observant les cartes stellaires qu'il avait affichées. Quel genre d'itinéraire? Ils se dirigent vers leurs systèmes centraux, mais s'arrêtent pour récolter des ressources en chemin. Si nous pouvions prédire leur trajectoire, nous pourrions les intercepter. Sarah sentit une lueur d'espoir. Combien de temps te faudrait-il pour calculer leurs itinéraires probables? Donne-moi 12 heures et l'accès à toutes nos données de renseignement. Tu les as. Helena, peux-tu faire transiter tous les renseignements de la résistance par la station du docteur Webb? C'est déjà fait, répondit la voix d'Helena. Sarah, il y a autre chose. Nous recevons des rapports de reddition massive dans certains systèmes extérieurs. Des gouvernements planétaires entiers abandonnent plutôt que de combattre. Sarah n'était pas surprise. Le Tsartak avait régné par la peur pendant des millénaires. Face au choix entre une mort rapide et une mort lente, beaucoup ont choisi de se soumettre, et les populations asservies, environ la moitié, rejoignent la révolte. Les autres sont trop effrayées ou trop brisées par des siècles d'oppression. Sarah hocha la tête d'un air sombre. Elle avait espéré davantage, mais même la moitié des populations asservies représentaient des millions de combattants potentiels. « Madame », appela le commandant Hayes, communication prioritaire du capitaine Park. Le visage de Lisa Park apparut à l'écran, son uniforme déchiré et taché de sang. Derrière elle, Sarah pouvait apercevoir la passerelle d'un vaisseau qui avait visiblement subi de violents combats. « Commandant, nous venons d'engager une force Zartak dans le système Toseti, » rapporta Park. « Nous avons réussi à détruire leur navire de récolte, mais nous avons perdu 6 vaisseaux au passage. Combien de vies civiles avez-vous sauvées? Environ 800 millions. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Les vaisseaux Zartak que nous avons détruits transportaient quelque chose de nouveau. Une arme que nous n'avions jamais vue auparavant. Le docteur Webb se pencha en avant, intéressé. Quel genre d'arme? Une sorte d'agent biologique. Lorsque leurs vaisseaux ont été détruits, il a été libéré dans l'espace. Il a tué tout ce qu'il touchait. Plantes, animaux, même bactéries. L'écosystème de la planète entière est mort. Sarah se sentait mal. Les Zartak ne se contentaient plus de détruire les infrastructures. Ils développaient des armes capables de stériliser des mondes entiers. Une idée de leur fonctionnement? Nos scientifiques analysent les échantillons que nous avons réussi à collecter, mais les résultats préliminaires suggèrent qu'il s'agit d'une sorte de virus artificiel conçu pour décomposer la matière biologique au niveau moléculaire. Sarah ferma les yeux, imaginant l'ampleur de ce à quoi ils étaient confrontés. Non seulement une défaite militaire, mais l'extermination totale de toute vie dans la galaxie. Capitaine, j'ai besoin que vous transmettiez ces données à Helena immédiatement. Si les Zartak déploient des armes biologiques, le réseau de résistance doit le savoir. C'est déjà fait, commandant. Mais ce n'est pas tout. Nous avons intercepté des communications suggérant qu'ils envisageaient d'utiliser ces armes sur Terre. Sarah était glacée. La Terre était censée être sûre, protégée par son apparente absence de vie et la technologie furtive qui dissimule les cités souterraines. Combien de temps nous reste-t-il? On ne le sait pas, mais probablement pas longtemps. Ils veulent s'assurer qu'aucune population humaine cachée ne puisse causer des problèmes plus tard. Sarah se tourna vers le capitaine Rodriguez. Combien de vaisseaux pouvons-nous retirer pour défendre la Terre? Peu, être 50,
si nous abandonnons certaines de nos opérations actuelles. C'était loin d'être suffisant. Sarah comprit qu'ils étaient face à un choix impossible. Défendre la Terre et laisser des milliards de personnes mourir sur d'autres mondes, ou poursuivre leurs opérations galactiques et risquer de perdre à jamais le monde natal de l'humanité. « Helena !» cria-t-elle. « Conférence d'urgence. Tous les chefs de la résistance, tous les commandants de flotte. Nous devons discuter de nos options. » « Compris », répondit Helena. « Mais Sarah, quelle que soit notre décision, nous devons la prendre vite. Nos renseignements suggèrent que les Xarthak accélèrent encore leur calendrier. La récolte finale pourrait commencer d'ici quelques semaines, et non quelques mois. » Sarah regarda son équipage depuis la passerelle, lisant sa propre détermination sur leur visage. Ils étaient arrivés jusqu'ici, avaient combattu si durement, avaient tant sacrifié, ils ne pouvaient pas abandonner maintenant. « Alors, il faudra travailler plus vite, » dit-elle. « Si les Zartak veulent brûler la galaxie, ils devront d'abord nous éliminer. » La guerre s'intensifiait au-delà de toute espérance. Des systèmes stellaires entiers s'éteignaient, des milliards de vies étaient en jeu, et l'humanité se retrouvait à mener un combat désespéré pour la survie de toute vie dans la galaxie. Mais elle ne baissait pas les bras. Ils avaient survécu à la destruction de la Terre, enduré 10 000 ans d'exil et étaient revenus plus forts que jamais. Maintenant, ils allaient prouver que certaines choses valaient la peine de se battre, quel qu'en soit le prix. La galaxie brûlait. Mais de ces flammes, quelque chose de nouveau pouvait encore naître. La planète natale des Xarthak se dressait devant eux tel un œil malveillant, sa surface couverte d'immenses cités-forteresses s'étendant d'un pôle à l'autre. Des plateformes orbitales encerclaient la planète en anneaux concentriques, chacune hérissée d'armes capables de détruire des flottes entières. Sarah se tenait sur le pont de l'aube de rétribution, observant la flotte humaine combinée sortir de l'hyperespace à la frontière du système. Derrière son vaisseau amiral se trouvaient presque tous les vaisseaux que l'humanité pouvait rassembler. 800 vaisseaux de la flotte de l'Exode, 300 des cités souterraines de la Terre et 200 autres des colonies survivantes disséminées à travers la galaxie. C'était la plus grande flotte humaine jamais rassemblée, mais elle paraissait dérisoire comparée aux défenses de Zartak Prime. Rapport des capteurs, ordonna Sarah. Détectant plus de 5000 plateformes défensives, le lieutenant Thor répondit d'une voix tendue. Chacune équivalent à un croiseur lourd, et il y a au moins 200 navires de guerre Tsartak en orbite rapprochée. Le docteur Webb, étudiant les écrans tactiques, secoua la tête avec consternation. Les calculs sont clairs, commandant. Malgré tous nos avantages technologiques, nous sommes confrontés à une probabilité de près de 10 contre 1, acquiesça Sarah d'un air sombre. Il savait que ce moment arriverait un jour, la bataille décisive qui déterminerait le destin de la galaxie. Mais les renseignements recueillis ces derniers mois avaient révélé quelque chose qui changeait tout. « Helena !» cria-t-elle par le système de communication. « Tu captes le signal ?» La voix d'Helena résonna du centre de commandement sur Terre, tendue mais déterminée. « Confirmé. Le dispositif apocalyptique est actif. Si Zartak Prime est détruit, cela déclenchera une réaction en chaîne qui pourrait stériliser la moitié de la galaxie. » Sarah ferma les yeux en pensant au choix impossible qui les attendait. Les Zartak avaient intégré leur arme ultime à leur propre planète. Si l'humanité détruisait la planète, elle anéantirait également des milliards de vies innocentes sur des planètes à travers la galaxie. « Quel est l'état des équipes d'infiltration ?» demanda-t-elle. Les équipes Alpha et Beta ont réussi à pénétrer les défenses extérieures, a rapporté le capitaine Park sur un canal sécurisé. Mais les accès au noyau planétaire sont fortement défendus. Nous subissons des pertes importantes. Le plan d'infiltration était désespéré, mais c'était leur seul espoir. Pendant que la flotte principale engageait les défenses orbitales, de petites équipes composées des meilleurs soldats de la flotte de l'Exode et de la résistance souterraine tentaient d'atteindre la surface de la planète et de désactiver le dispositif apocalyptique de l'intérieur. « Madame, commandant, » interrompit Hayes, « nous recevons une communication du vaisseau amiral Zaratak. L'écran principal vacilla, montrant la passerelle d'un immense vaisseau de guerre extraterrestre. La créature au centre était clairement Zaratak, un grand reptilien aux écailles luisantes d'une lumière interne. Lorsqu'il parla, sa voix fut traduite par les ordinateurs du vaisseau. « Je suis le haut commandant Zeraktal de l'hégémonie. Vous êtes ceux qu'on appelle humains, n'est-ce pas? La vermine qui a fui son nid en flammes il y a 10 000 cycles ?» Sarah s'avança, la mâchoire serrée par la colère. « Je suis le commandant Saracen Nakamura des forces de défense terriennes. Nous sommes venus mettre fin à votre règne.
Terrifié, l'extraterrestre émit un son qui ressemblait à un rire. « Mettre fin à notre règne ? Misérable créature, vous nous avez coûté cher avec votre rébellion pitoyable, mais vous ne pouvez pas vaincre. En ce moment même, nos flottes de récolte stérilisent vos mondes de résistance. Bientôt, toute trace de vie non Zartak sera purgée de la galaxie. Peu, être, répondit Sarah, mais nous allons vous faire payer pour chaque vie que vous prendrez. Aise, vous ne comprenez toujours pas, poursuivit Zraktal. Ce monde est protégé par le protocole final. Si vous nous détruisez, vous vous détruisez vous-même et la moitié de la galaxie avec nous. Nous sommes devenus des dieux vivants, des créatures d'une telle puissance que même notre mort est dévastatrice. Sarah sentit la main du docteur Webb sur son épaule. Sarah, murmura-t-il, j'ai analysé les communications extraterrestres que nous avons interceptées. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur les Xartak. Elle lui fit signe de continuer. Ils n'ont pas toujours été des conquérants, dit Webb d'une voix douce. D'après leurs propres archives historiques, ils ont été asservis pendant plus d'1 million d'années par une espèce encore plus puissante. Lorsqu'ils furent enfin libérés, ils jurèrent de ne plus jamais être esclaves. Sarah le regarda, stupéfaite. Ils font à la galaxie ce qu'on leur a fait subir ? Exactement. L'Empire tout entier, la conquête, l'esclavage. Tout cela est né de leur propre terreur d'être à nouveau asservis. Sarah regarda le commandant extraterrestre à l'écran, le voyant avec un regard nouveau. Toujours un monstre responsable de milliards de morts, mais un monstre né de la souffrance. « Salut, commandant !» dit-elle lentement. « Qu'est-il arrivé à vos oppresseurs ? Ceux qui ont asservi votre peuple ?» L'expression de Sir Octel changea, laissant transparaître une sorte de surprise. Ils se sont autodétruits, tellement obsédés par le contrôle qu'ils ont retourné leurs armes les uns contre les autres. Pourquoi posez-vous cette question ? Parce que vous suivez le même chemin. Vous êtes devenus ce que vous détestiez autrefois. L'extraterrestre resta silencieux un long moment, puis ses traits écailleux se durcirent. Nous sommes devenus forts, nous sommes devenus des survivants, et nous ne serons plus jamais esclaves. En réduisant tout le monde à l'esclavage, en assurant notre sécurité par l'élimination de toutes les menaces. Sarah comprit qu'il serait impossible de raisonner avec cette créature. Le cycle de l'oppression avait trop duré, c'était trop profondément ancré dans la culture Xartak. Alors, il faudra t'arrêter, dit-elle simplement. Le rire de Xeractal était amer. Essaye, petit humain, mais sache que tu combats non seulement nous, mais aussi les lois de la physique. Même si tu parviens à vaincre nos flottes, la mort de ce monde déclenchera des énergies qui briseront des planètes à travers des milliers de systèmes. La communication prit fin et Sarah se tourna vers son équipage. Sur la passerelle, elle lut sur leur visage la même détermination qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. « À tous les vaisseaux », dit-elle au système de communication de la flotte. « Lancez l'attaque. Souvenez-vous, nous ne combattons pas seulement pour l'humanité aujourd'hui. Nous combattons pour chaque espèce asservie par les Xartak, chaque monde détruit, chaque vie ôtée. » La flotte humaine avançait, ses vaisseaux se déployant en une formation d'attaque complexe. Sarah observait la première vague de chasseurs attaquer les plateformes défensives extérieures, leurs réflexes améliorés et leur armement perfectionné leur permettant de tenir tête à une supériorité numérique. « Les équipes d'infiltration font le point », cria-t-elle. « L'équipe Alpha a atteint la surface planétaire », annonça le capitaine Park d'une voix tendue. « Forte résistance, mais nous progressons vers le complexe principal. » L'équipe Beta est bloquée dans la haute atmosphère, ajouta le commandant Shen, l'un des meilleurs agents d'Elena. Appelant un appui-feu, Sarah se tourna vers son officier d'armement. « Visez ces plateformes défensives. Dégagez la voie à l'équipe Beta. » Les canons principaux de l'aube du Rétribution parlèrent. D'une voix tonitruante, leurs rayons de fusion améliorés transpercèrent les boucliers et les blindages des Zartak. Autour de la flotte, d'autres vaisseaux humains faisaient de même. Leurs tirs coordonnés écrasaient lentement les défenses extraterrestres. Mais le coup était terrible. Sarah regarda les vaisseaux disparaître les uns après les autres de son écran tactique, leurs équipages mourant d'envie d'acheter. Place aux équipes d'infiltration. « Madame » appela le docteur Webb d'un ton pressant. « Je détecte une accumulation massive d'énergie au cœur de la planète. Je pense qu'il se prépare à déclencher manuellement le dispositif apocalyptique. » Zelmé. Sarah sentit son cœur s'emballer. Si le Tsartak activait son arme maintenant,
Alors que les équipes d'infiltration tentaient encore de la désactiver, tout le monde mourait. « À toutes les équipes, dépêchez-vous », dit-elle au système de communication. « Ils sont sur le point de déclencher l'arme. »« Compris », répondit le capitaine Park. « Nous sommes maintenant à l'entrée du complexe, début de l'assaut final. » Sur son écran tactique, Sarah pouvait voir les points représentant les équipes d'infiltration s'enfoncer plus profondément dans le noyau de la planète. Autour d'elle, la bataille spatiale faisait rage. Les vaisseaux humains luttant désespérément contre des forces insurmontables. « Commandant » appela le lieutenant Thor. Plusieurs flottes de renforts Zartak étaient détectées. Elles débarquaient de toute la galaxie. Sarah vit son écran tactique se remplir de nouvelles icônes rouges. Des centaines de vaisseaux extraterrestres arrivaient pour défendre leur planète. Les probabilités, déjà infimes, venaient de s'aggraver. Tous les vaisseaux étaient en formation défensive. Nous maintenons cette position quoi qu'il arrive. Durant l'heure qui suivit, la flotte humaine livra la bataille la plus acharnée de son histoire. Des vaisseaux périrent des deux côtés, leurs épaves retombant vers la planète en contrebas telle une pluie métallique. Sarah ne comptait plus le nombre de vaisseaux perdus, ni le nombre d'amis et de camarades morts, mais il tenait bon. Équipe Alpha au commandement de la flotte. La voix du capitaine Park grésilait dans le système de communication. Nous avons atteint la salle de contrôle principale, où les procédures d'arrêt ont commencé. Sarah retint son souffle en attendant la confirmation. Autour d'elle, la bataille faisait rage, mais tout dépendait de ce qui se passerait dans les profondeurs de Zartak Prime. « Quelque chose ne va pas », rapporta le capitaine Park. « L'arrêt ne fonctionne pas. L'appareil est trop profondément intégré aux systèmes centraux de la planète. » Le docteur Webb travaillait frénétiquement à sa station, analysant les données transmises depuis la surface. « Sarah, je crois comprendre ce qui se passe. L'appareil infernal n'est pas séparé de la planète. C'est la planète. Le monde entier a été transformé en arme. » Sarah sentit le désespoir l'envahir. Ils étaient venus de si loin, avaient tant sacrifié, pour finalement découvrir que l'arme ultime de leur ennemi était invulnérable. « Il doit y avoir un autre moyen, dit-elle. »« Attendez, poursuivit Webb d'une voix excitée. C'est possible. Si nous parvenions à surcharger le noyau planétaire, à provoquer une implosion contrôlée au lieu d'une explosion, nous pourrions être contenir l'énergie destructrice. Qu'est-ce que cela nécessiterait? Tout. Nous l'avons. Tous les vaisseaux, toutes les armes, tous concentrés sur un seul point à la surface de la planète, et les équipes d'infiltration devraient déclencher la surcharge depuis le noyau. Sarah comprenait ce qu'il disait. C'était une mission suicide. Les équipes à la surface mourraient, et probablement la majeure partie de la flotte aussi. « Capitaine Park » cria-t-elle. « Avez-vous bien reçu ?»« Confirmé, commandant. Nous comprenons les exigences. » Il y eut un silence. Puis la voix de Park revint, ferme et déterminée. « Ce fut un honneur de servir à vos côtés, commandant. Dites à la Terre que nous avons fait notre devoir. » Park, attendez. Mais la communication était déjà coupée. Sur son écran tactique, Sarah pouvait voir les lectures d'énergie monter en flèche dans le noyau de la planète alors que les équipes d'infiltration commençaient leur mission finale. Les navires Sarah, dit, sa voix lourde de chagrin, ciblent les coordonnées que le docteur Webb transmet tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes pour la Terre, pour l'humanité, pour tout le monde. Les Zartak ont opprimé la flotte humaine, ont ouvert le feu comme une seule arme, chaque arme étant concentrée sur un seul point de la surface de la planète. Des faisceaux d'énergie capables de vaporiser des montagnes frappèrent le même endroit à maintes reprises, creusant toujours plus profondément la croûte terrestre. À la surface, les équipes d'infiltration achevèrent leur mission en déclenchant manuellement la surcharge qui retournerait l'énergie de la planète contre elle-même. La fin, lorsqu'elle survint, fut étonnamment silencieuse. Zartak Prime s'est tout simplement effondré, implosant de son imposante masse sous l'effet d'une cascade de forces gravitationnelles qui ont contenu l'énergie destructrice dans sa propre masse. L'engin apocalyptique, censé dévaster la moitié de la galaxie, n'a en réalité consumé que le monde qu'il avait créé. Sarah, debout sur sa passerelle, observait la planète natale du plus grand ennemi de l'humanité disparaître dans une sphère d'espace-temps déformée. Autour de la flotte, les vaisseaux Xartak survivants commencèrent à capituler, le cœur de leur empire tranché d'un seul coup décisif. « Madame », rapporta discrètement le lieutenant Torres. « Nous recevons des demandes de reddition de la part des forces Xartak de toute la galaxie. La nouvelle se répand rapidement. Leur planète natale a disparu. » Sarah hocha la tête, mais ne ressentait aucune joie face à cette victoire.
Trop de morts pour atteindre cet instant. Trop d'amis et de camarades s'étaient sacrifiés pour cette victoire. Helena, cria-t-elle par le système de communication, c'est fini, l'Empire Zartak est fini. La voix d'Helena résonna, chargée d'émotion, et les populations asservies, les résistants sur les mondes occupés. Libérée Sarah répondit « Tout libre ». Au cours des mois suivants, Sarah observa la galaxie commencer lentement à guérir de millénaires d'oppression Zartak. Les espèces asservies reconquièrent leur monde d'origine. Les réfugiés retournèrent sur des planètes dévastées et entamèrent un long processus de restauration. L'humanité, elle aussi, commença à se reconstruire. Les grands vaisseaux de la flotte Exodus s'installèrent en orbite autour de la Terre, leurs équipages pouvant enfin marcher sur la terre ferme pour la première fois de leur vie. Les cités souterraines ouvrirent leurs portes à la surface et les humains entamèrent le processus de restauration de l'atmosphère et de l'écologie de leur planète natale. Sarah se tenait dans un champ près de New Paris, regardant les enfants jouer dans l'herbe plantée quelques mois plus tôt. Le ciel était redevenu bleu, chargé de nuages qui apportaient la pluie pour arroser les plantes. Il faudrait des siècles pour restaurer complètement la terre, mais le travail avait commencé. Helena la rejoignit. L'air plus âgé, mais plus apaisé que pendant les années de guerre. Des regrets ? Demanda la vieille femme. Sarah pensa à tous les amis qu'elle avait perdus, à tous les choix difficiles qu'elle avait été forcée de faire. Beaucoup, dit-elle, finalement. Mais pas à propos de ça, pas à propos du retour à la maison. Le réseau de résistance veut établir un conseil galactique, dit Helena, composé de représentants de toutes les espèces, travaillant ensemble pour s'assurer qu'un empire comme Zartak ne renaît jamais. Sarah hocha la tête. Que veulent-ils de nous ? Le leadership. Tu es devenue un symbole, Sarah. L'humaine qui a mené la galaxie vers la liberté. Les gens te font confiance. Sarah regardait les enfants jouer dans l'herbe, pensant à l'avenir dont ils hériteraient. Une galaxie où les différentes espèces travailleraient ensemble, au lieu de s'asservir les unes les autres. Un univers où la force servirait à protéger plutôt qu'à opprimer. Je le ferai, dit-elle. Mais pas en conquérante, en servante. Nous avons vu ce qui arrive quand une espèce se croit supérieure à toutes les autres. Helena sourit. Je pense que c'est exactement ce dont la galaxie a besoin. Alors que le soleil se couchait sur les champs restaurés de la Terre, Sarah repensa au long voyage qui les avait amenés ici. Il y a 10 000 ans, ses ancêtres avaient fui ce monde, réfugiés, emportant avec eux leur seule détermination à survivre et à revenir. Aujourd'hui, leurs descendants étaient victorieux, non seulement en conquérant, mais aussi en libérateurs. Ils avaient brisé le cycle d'oppression qui avait ravagé la galaxie pendant des millénaires, le remplaçant par quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Les vestiges calcinés de leur foyer étaient devenus le fondement d'une nouvelle civilisation. Une civilisation où les différentes espèces travaillaient ensemble, où la force était tempérée par la sagesse, où les forts protégeaient les faibles au lieu de les exploiter. Ce n'était pas la fin à laquelle on s'attendait lorsque la guerre avait éclaté, mais c'était, réalisa Sarah, la fin que la galaxie méritait. Sarah réalisa que c'était la fin que la galaxie méritait. L'humanité était enfin revenue à la maison, et, ce faisant, elle avait aidé la galaxie entière à retrouver son chemin.